Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Sénégal, Mauritanie, une nouvelle ère de coopération axée sur le renforcement des acquis et du partenariat issue de la visite d'État de 48 heures que vient d'effectuer le président Mohamed Ould Abdelaziz, invité du président Macky Sall. Le chef de l'État qui a également reçu les envoyés du président américain Barack Obama, ils viennent préparer la venue d'investisseurs du pays de l'Oncle Sam, un engagement tenu lors de la visite du président Obama au Sénégal. Et puis hivernage rime avec difficulté sur le plan sanitaire. Le service d'hygiène est au devant de la lutte contre les maladies liées aux inondations. Les agents du service déconseillent l'usage des pompes Jambar dans la banlieue à des fins d'eau potable. Vous le savez, le président mauritanien a effectué une visite de 48 heures chez nous. Il est rentré en fin de soirée. Nous y reviendrons en images tout à l'heure avant la fin de cette édition. Beaucoup d'activités également. Nous y reviendrons avec nos différents reporters. Parlons à présent de la coopération Sénégal-Mauritanie. Retour sur la vie des Sénégalais à Nouakchott. Ce soir, nous nous intéressons aux pêcheurs sur place. Ils mènent librement leurs activités conformément à la législation mauritanienne. C'est un reportage de Maman Moussagnan. On se croirait à la plage de Yoff, Tongor, Soumbédioune ou Guet-Ndar. Pourtant, nous sommes sur la plage de Nouakchott. Apparemment, rien ne la différencie de celle du Sénégal, même si le Wolof y est fréquemment parlé. Et la majorité des pêcheurs est composée de Sénégalais. Ce sont ces braves pêcheurs qui alimentent les marchés mauritaniens en poissons. Mais pour ce faire, il faut respecter la législation du pays. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent pêcher ici, mais dans le cadre de ce qu'on appelle l'affrètement. L'affrètement, c'est-à-dire des Mauritaniens qui ont des licences, qui les mettent à la disposition des Sénégalais, donc, et qui sont soumis à des règles qu'ils ne peuvent peut-être pas accepter parce qu'on leur impose ce qu'on appelle l'embarquement. C'est-à-dire que pour essayer de lutter un peu contre le sous-emploi ou bien le chômage des jeunes, l'État mauritanien a fait obligation à ses pêcheurs d'embarquer des jeunes qu'ils appellent des stagiaires à chaque fois qu'ils doivent aller à la pêche. Bon, donc c'est des frais supplémentaires pour nos pêcheurs. Certes, la pêche est devenue plus normée en Mauritanie. Toutefois, les Sénégalais parviennent à tirer leur épingle du jeu. Mieux, ils sollicitent un soutien des banques pour pouvoir épargner. Nous avons licence de pêche. Qu'ils nous aident en diminuant la taxe sur la licence de pêche. Et concernant la pêche artisanale, nous voulons aussi que les pirogues qui sont là puissent bénéficier de papiers. Si des solutions sont trouvées à ces deux problèmes, je pense que beaucoup de nos difficultés ne seront que de vieux souvenirs. Nous voulons une aide de la part de l'État du Sénégal, non pas en nous donnant de l'argent, mais en nous dotant par exemple de banques où chacun de nous pourra épargner pour préparer le retour au pays. Le constat est qu'il y a des gens qui ont fait ici plus de 15 voire 30 ans et qui n'ont pas de maison au Sénégal. Au-delà de la pêche, les Sénégalais, bien adaptés, s'occupent également de la réparation des embarcations, fabriquent de manière artisanale des ancres, des hameçons, bref, des accessoires destinés à la pêche. Reste maintenant à ces Sénégalais de trouver les moyens pour envoyer du poisson au Sénégal. Un autre obstacle à négocier, à franchir. Le séjour du président mauritanien au Sénégal pourrait y apporter une solution. Le Sénégal et la Mauritanie dans une nouvelle ère de coopération basée sur le renforcement des acquis et l'utilisation des outils d'intégration. Les deux chefs d'État s'engagent à développer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux peuples. Déjà, les infrastructures sont au premier plan avec la construction du pont de Rosso pour favoriser les échanges commerciaux et rapprocher davantage les deux peuples. Le chef de l'État a offert hier un banquet officiel à son hôte, le président Mohamed Ould Abdelaziz, Pape Biram Biguendiaye.
L'acte final d'un premier jour d'une visite d'État s'est fait autour d'un banquet officiel. Entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est plus qu'un voisinage qui lie les deux peuples. Aujourd'hui, c'est une vieille amitié qui est magnifiée et qui se traduit en actes. L'histoire s'écrit en lettres d'or. Vous êtes chez vous, dans l'autre partie de la grande famille sénégalo-mauritanienne. Et je voudrais vous dire toute notre joie d'accueillir en vous le voisin, l'ami et le frère que nous tenons en haute estime. Je salue à travers votre personne le peuple mauritanien, ami et frère. Ce peuple qui fait corps et âme avec une vieille civilisation riche de sa diversité socio-culturelle, des confins du Sahara et du Sahel aux berges de l'Atlantique. Mauritaniens et Sénégalais sont inséparables. Tout nous lie, l'histoire, la géographie, la spiritualité, la culture et le vécu quotidien. Des deux rives du fleuve Sénégal se confondent les mêmes affinités culturelles, les mêmes traditions ancestrales, les mêmes aspirations au développement dans la paix, la sécurité et la stabilité, le même rêve d'un destin solidaire. Unis par l'histoire, la géographie et la culture, nos peuples ont vécu dans l'harmonie et la paix et restent plus que jamais liés par un destin commun. L'histoire retiendra que les érudits des Mahadras mauritaniennes et les grands cheikhs des confréries religieuses sénégalaises ont patiemment façonné et marqué la culture de ces deux peuples et tissé des liens indéfectibles sur le double plan spirituel et humain. Grâce aux valeurs partagées, nos peuples ont pu mettre en échec tout au long de l'histoire les tentatives de domination et d'acculturation. Face au risque potentiel d'une mondialisation intrusive, la Mauritanie et le Sénégal se doivent de conjuguer leurs efforts afin de préserver leur précieux patrimoine spirituel et culturel commun. Pour redynamiser une coopération vieille de plusieurs décennies, les deux chefs d'État ont décidé de prendre en main le destin de leur peuple. Il s'agit de restaurer un équilibre économique à travers la réalisation de projets de développement d'intérêt commun. Monsieur le Président, votre visite, après la mienne en République sœur de Mauritanie, il y a un an, nous donne l'occasion d'aller encore plus loin dans le raffermissement de nos relations d'amitié et de coopération. Nous en avons la volonté avec le projet du pont de Rosso qui nous servira de trait d'union au-dessus du fleuve Sénégal pour renforcer les échanges entre nos deux pays et au-delà. Ce soir, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous réaffirmer et vous réitérer ma ferme détermination d'enrichir avec vous le legs historique de nos anciens. Le Sénégal poursuivra dans le même esprit son compagnonnage avec la Mauritanie au plan bilatéral, à l'échelle africaine, au sein de la Oumma islamique et d'autres instances internationales. La consolidation des relations mauritano-sénégalaises requiert des efforts constants dans plusieurs domaines. Au plan économique, il s'agira de favoriser davantage les échanges bilatéraux. Dans ce cadre, Monsieur le Président et chers frères, nous devons nous employer au renforcement et à la consolidation de notre organisation commune dédiée à la mise en valeur du fleuve Sénégal au MVS.
cités comme exemple de réussite en matière d'intégration sous-régionale. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre région du Sahel est confrontée à d'importants défis environnementaux, dont la désertification et les effets négatifs des sécheresses récurrentes mettant à rude épreuve les moyens de subsistance de nos paysans et éleveurs. Nous devons à ce propos renforcer les capacités de prévention, d'alerte et d'intervention de nos organismes régionaux tels que les SILS. Si globalement la région du Sahel connaît des déficits pluviométriques récurrents, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle subit épisodiquement des pluies diluviennes provoquant des inondations, source de graves désagréments pour nos populations. Une diplomatie de paix, de bon voisinage, avec une ouverture sur le développement économique. La nouvelle dimension des relations sénégalo-mauritaniennes se renforce et se densifie. Les deux pays entrent désormais dans l'ère du renouveau. En visite au Sénégal, Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu à la maison des esclaves, une étape incontournable, riche en symboles, à Lune Badara Kane. Pareil aux couleurs sénégalo-mauritaniennes, Gorée s'apprête à recevoir une fois de plus un hôte de marque. L'ancre jetée par la chaloupe présidentielle, Mohamed Ould Abdelaziz pose le pied sur l'île Mémoire. Les insulaires peuvent enfin fêter leur illustre invité du jour. Les Goréens souhaitent ainsi la bienvenue à Mohamed Ould Abdelaziz, qui prend naturellement le chemin de la maison des esclaves, l'endroit le plus emblématique de l'île. Ici, le président mauritanien a eu droit à un exposé sur les souffrances endurées par les esclaves. Les années y passent, mais les mots résonnent toujours aussi fort. Ce moment est captivant. Dans cette maison, à l'époque, il y avait 150 à 200 esclaves. Hommes, femmes et enfants, séparés de cellules suivant le sexe et l'âge. Or, la durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, parce que de 3 mois, voire à 3 mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Dans cette maison, des êtres humains, par la faute de leurs semblables, ont vécu le martyre avant la douloureuse traversée de l'Atlantique. Aujourd'hui, cette page sombre de l'histoire de l'humanité s'est refermée, mais il n'est pas question d'oublier. Tel est sans doute le sens du déplacement de Mohamed Ould Abdelaziz sur l'île de Gorée. Lune Badara Kane, ils sont commerçants, bijoutiers et vivent au Sénégal. La communauté mauritanienne attend beaucoup de la visite du président Mohamed Ould Abdelaziz. Même si le Sénégal est un havre de paix pour eux, il n'en demeure pas moins qu'ils ne manquent pas de préoccupations à transmettre. Leurs attentes sont nombreuses, mais ils vivent en paix et comptent sur le renforcement de l'axe Dakar-Nouakchott. Habib Mbaye les a rencontrés dans les rues de la capitale. Les Mauritaniens vivant au Sénégal étaient venus hisser haut le drapeau de leur pays pour souhaiter la bienvenue au président Mohamed Ould Abdelaziz. Après l'effervescence, retour sur les lieux de travail. Nous sommes à la rue 3, angle 6 de la Médina à Dakar. Le quotidien de ces commerçants est rythmé par la confection et la vente de boubous style mort. Des moments de détente avec le thé, boisson de prédilection pour tromper la fatigue et l'oisiveté. La visite du président Abdelaziz ne les laisse pas indifférents. Merci Abdelaziz. Merci Abdelaziz. Moi, Abdelaziz, moi, de Mauritanie, jusqu'à Ahou, poste devant. Et puis après Abdelaziz. Abdelaziz, c'est le président. Bien de travailler. Vous demandez de Mauritanie, poste devant. Toujours pour le financier pour l'agriculture, français pour le bête, français pour le manger, les personnes pauvres, toujours renforcées pour l'argent. Il est venu, parce que Mauritanie et le Sénégal, c'est la même chose. Même, c'est pas de problème, alhamdoulilah. Et puis nous aussi, les gens là, on dit, le Mauritanie là, il n'y a rien de... Le Sénégal là, il n'y a rien de problème avec le Sénégal là.
toujours on voyage, on peut venir, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. C'est là on fait, les gens tout là, ils vont compris ça là. C'est que c'est la même chose là. Autre lieu, autre décor, ici au centre artisanal du Crédit Foncier, l'endroit n'accueille certes plus beaucoup de Mauritaniens, mais ils sont toujours orfèvres dans leur domaine. Le renforcement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie leur est cher dans cette visite du président Abdel Aziz. Je veux tant que le travail un peu marché. Je suis là en 97 au Sénégal. Et le travail, ça marche bien? Ça marche un peu. Pas tellement. Mais... Nous attendons beaucoup de choses. D'abord, améliorer notre condition de vie au Sénégal, avoir plus de bonnes relations avec la population et avec les autorités et gérer nos affaires dans la paix et faire être bien, quoi. Au-delà de cette visite qui renforce l'axe Dakar-Nouakchott, Mauritaniens et Sénégalais cohabitent dans les lieux de travail et dans la rue. Au dernier jour de la visite du président mauritanien à Dakar, les deux chefs d'État, les deux États plus précisément, ont signé d'importants accords de coopération, des retombées économiques qui se traduisent à travers la réalisation de projets importants tels que la construction du pont de Rosso. Dans le domaine de l'énergie, la Mauritanie va fournir au Sénégal 250 MW avec une ligne d'interconnexion entre Nouakchott et Tobène. C'est donc l'accord signé pour la fourniture d'énergie à partir du gaz. Voyons les détails de la nouvelle coopération entre le Sénégal et la Mauritanie avec le patron de la diplomatie sénégalaise, Mankeur Ndiaye, au micro de Pape Béram Biguendiaye. Au cours de leurs entretiens, les deux chefs d'État ont discuté d'un large éventail de sujets portant sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Au plan bilatéral, les deux présidents se sont réjouis du caractère exemplaire des relations bilatérales entre les deux pays qui se manifestent par la régularité de leurs consultations intergouvernementales et, à cet égard, se sont félicités de la tenue de la 11e session de la Grande Commission mixte de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie les 11 et 12 février 2013 à Nouakchott. Ils se sont également félicités de la signature le 26 février 2013 à Nouakchott d'un nouvel accord de pêche tout en magnifiant la franche collaboration entre les deux pays dans ce domaine. Se fondant sur l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et déterminés à les renforcer, les deux chefs d'État ont donné leur haute instruction à leurs ministres respectifs en charge des transports afin que le pont de Rosso sur le fleuve Sénégal soit réalisé dans les meilleurs délais et que la libre circulation des biens et des personnes soit assurée. Les deux chefs d'État, leurs excellences les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz, ont magnifié la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie dans le secteur de l'énergie et se sont réjouis des négociations entre Sénélec du Sénégal et Somelec de la Mauritanie qui sont parvenus à un accord sur la fourniture d'énergie électrique à partir du gaz. Dans ce cadre, la Mauritanie va fournir et le Sénégal va enlever 80 MW à partir de mars 2015 au prix coûtant pour la première phase du projet. Cette puissance pourrait être portée à 120 MW si les conditions techniques d'évacuation de l'énergie le permettent. Concernant la deuxième phase du projet, la Mauritanie va fournir jusqu'à 250 MW au Sénégal au prix coûtant. À cet effet, une ligne d'interconnexion point à point entre Nouakchott et Tobène sera nécessaire. Les deux chefs d'État engagent les structures concernées à finaliser, conjointement avec les institutions financières, les négociations relatives à la réalisation de cette ligne. La Mauritanie s'engage à associer le Sénégal dans les négociations avec les différents acteurs impliqués dans l'approvisionnement du gaz, de la centrale, le financement, la construction et l'exploitation du projet de production d'électricité à partir du gaz. Dans le secteur des mines, les deux présidents ont réitéré leur engagement à développer le projet minier industriel commun de part et d'autre, avec notamment le gisement de Matam pour le Sénégal et ceux de Bofal et de Loubera pour la Mauritanie. En ce qui concerne la transhumance du bétail, les deux chefs d'État se sont réjouis de la signature d'un protocole d'accord en février 2013 et ont, à ce sujet, donné leur haute instruction pour une tarification harmonisée de l'eau
au niveau des forages pour les cheptels sénégalais et mauritaniens. Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a fait part du soutien de son pays à la candidature du Sénégal pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2016-2017 lors des élections qui auront lieu en 2015 à New York. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État se sont félicités du dynamisme de la coopération sécuritaire entre les deux pays et, au regard de la menace terroriste qui plane sur l'ensemble de la sous-région sahélo-saharienne, ont souligné la nécessité de renforcer leur coopération pour une coordination des actions et un meilleur partage d'informations stratégiques afin de répondre aux défis sécuritaires multiples. Les deux chefs d'État ont évoqué la problématique de la paix et de la sécurité dans la région sahélo-saharienne et ont souligné la nécessité d'une collaboration franche et régulière entre tous les pays concernés. Ils se sont félicités de l'évolution positive de la situation sécuritaire et du processus politique au Mali, ayant abouti au retour à l'ordre constitutionnel. À cet égard, ils se sont réjouis de l'intervention décisive de la France, du rôle joué par la CEDEAO et de la participation exemplaire et salutaire du Tchad à la libération du septentrion malien. Les deux présidents ont exhorté par ailleurs les partenaires politiques maliens à persévérer sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant aux conclusions du 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui s'est tenu le 25 mars 2013 à Nouakchott, et ont rappelé l'importance de cette organisation, facteur d'intégration et de coopération sous-régionale par excellence. Ils ont fait part de leur souhait de voir les négociations entre la Société de gestion et d'exploitation de l'énergie de Manantali, SOGEM, et la société sud-africaine ESCOM aboutir dans les meilleurs délais en vue de la signature d'un nouveau contrat d'exploitation. Au plan international, les deux chefs d'État ont échangé des vues sur la situation politique et sécuritaire en Égypte et en Syrie et souhaité que des solutions pacifiques soient trouvées afin que la vie de milliers de victimes civiles innocentes soit épargnée. À cet égard, ils ont souligné le rôle central du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale conformément à la Charte des Nations Unies. Son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil particulièrement chaleureux et toutes les marques délicates d'attention dont lui-même et sa délégation ont été l'objet. Fait à Dakar le 11 septembre 2013. Voilà, communiqué final lu par le ministre des Affaires étrangères sénégalaise, M. Mankeur Ndiaye. Après le communiqué final, les ministres des secteurs concernés ont réagi. Avec le gaz mauritanien, le Sénégal bénéficie, je vous l'ai dit, de 80 mégawatts donc pour sécuriser son énergie. Autre révélation, la construction du pont de Rosso dans les plus brefs délais. Je vous propose d'écouter ces réactions. Bien sûr, ce fameux projet du pont de Rosso, où on a échangé, des décisions ont été prises et des instructions ont été données par les deux présidents pour activer l'exécution et la réalisation de ce projet qui lui, va changer toute la phase des transports entre nos deux pays et les échanges. Le pont de Rosso sera bientôt une réalité, les études sont assez avancées et nous allons commencer, suite aux instructions qu'on nous a données, nous allons commencer à prendre les contacts nécessaires pour son financement et sa réalisation. Ce voyage donc a consacré la réussite du processus de négociation entre les deux institutions en charge de l'électricité en Mauritanie et au Sénégal, en l'occurrence respectivement la Somelec et la Sénélec. Comme vous l'aurez constaté dans la déclaration, dans le communiqué final sanctionnant cette visite, il a été mentionné la coopération, l'insistance de la coopération étroite entre ces deux structures pour sécuriser une énergie électrique à partir du gaz mauritanien pour le Sénégal. Et on peut dire que déjà l'espoir est permis. On n'est plus dans l'espoir, on est pratiquement dans l'exécution.
déjà en octobre 2014, entre octobre 2014 et mars 2015, la Mauritanie fournira et le Sénégal prélèvera 80 MW. Cette puissance ou cette énergie sera montée au niveau de 250 à partir de 2016 avec la construction des lignes point à point Nouakchott-Tobène. C'est un bon signe pour le Sénégal, la Mauritanie ayant accepté de nous céder une puissance de 80 MW sur sa production à partir du gaz. 80 MW représentant 20% de notre puissance de pointe actuelle. Ça nous permettra non seulement de libérer certains équipements qui sont en location et coûtent cher, mais également remplacer la production d'autres équipements. Ce qui aura comme impact de réduire les coupures éventuelles, mais également de réduire les coûts de production. Je le disais à l'entame de cette édition, le président mauritanien a donc quitté Dakar aujourd'hui dans l'après-midi au terme d'une visite d'État de 48 heures, visite fructueuse qui s'inscrit dans l'esprit d'une diplomatie économique traduite en actes par la signature d'accords de coopération. Donc les perspectives sont bonnes pour la consolidation des acquis et la relance des relations bilatérales. Pape Birame Biguindiaye. La descente du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz sur les marches du palais présidentiel où il a séjourné pendant 48 heures, le symbole est signe d'une parfaite proximité entre deux chefs d'État qui donnent l'exemple d'un voisinage exemplaire et pacifique face aux enjeux du développement. Dans l'esprit d'une diplomatie économique, les deux présidents ont exploité toutes les opportunités de coopération. Infrastructure, énergie, pêche, des secteurs clés d'une économie qui se conjugue désormais au pluriel avec la conjugaison des efforts des deux États. Sur le chemin du retour, Mohamed Ould Abdelaziz affiche une mine d'espoir. C'est l'acte final d'une visite d'amitié et de travail aux retombées économiques certaines pour les deux pays. Aujourd'hui, les premiers bénéficiaires de cette entente sur fond d'amitié fraternelle restent le peuple sénégalo-mauritanien. Parlons à présent de la feuille d'audience du chef de l'État. Barack Obama envoie 2 émissaires auprès de son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Cela fait suite à la visite du locataire de la Maison-Blanche qui a décidé de passer à la phase pratique de la coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Il s'agit de préparer l'arrivée des investisseurs américains dans notre pays en identifiant les secteurs d'investissement prioritaires. L'un des envoyés spéciaux était le directeur de campagne de Barack Obama lors des dernières présidentielles américaines. Les voici au micro de Pape Birame Biguindiaye. Dans la suite du voyage du président Obama, nous sommes venus pour discuter avec le président Macky Sall, prolonger le dialogue et étudier les opportunités d'investissement et les conditions pour attirer des entreprises américaines au Sénégal. Nous pensons qu'il y a beaucoup d'opportunités entre les deux pays, que le Sénégal est un pays propice pour l'investissement. Nous avons parlé de beaucoup de secteurs avec M. le Président et nous allons affiner les discussions. Nous sommes venus évidemment dans le cadre aussi de la conférence qui s'est tenue au Sénégal, qui était une conférence globale entre plusieurs capitales, Singapour, New York, Belfast et Dakar. Le président a apporté son soutien décisif à cette conférence qui avait pour but d'examiner les conditions dans lesquelles la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme à travers le monde pouvait se faire. Nous avons pensé que le Sénégal, qui est un pays tolérant et pacifique, pouvait être le meilleur endroit d'où ce message pouvait être lancé. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour son soutien décisif.
Une des conditions pour lutter contre la violence et le terrorisme, c'est le développement économique, c'est de créer des emplois, c'est de créer de la richesse, c'est d'apporter de l'investissement pour que des milliers d'emplois puissent être créés. Et c'est ça qui est au fond du message, pour ne pas que la jeunesse soit sensible à des messages délivrés par Boko Haram, délivrés par Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes comme ça. Leur perception est qu'il faut un développement économique à travers l'éducation, l'investissement et le développement économique. That violence is the way out of the situation, and our message says that's not true. It's education and jobs and having hope for a better future. Autre aspect de l'actualité nationale, le lancement officiel du 3e programme indicatif de coopération entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. 45 milliards de francs CFA sont alloués au Sénégal pour réaliser des infrastructures dans beaucoup de domaines, santé, éducation et formation professionnelle entre autres. Le PIC 3 couvre la période 2012-2016 à Ramdao. Les maîtres mots de ce programme, construction, réhabilitation, extension, équipement, les domaines ciblés, ceux convenus comme prioritaires, santé de base, enseignement technique, formation professionnelle, décentralisation et éducation citoyenne. En tout, 45 milliards de francs CFA pour réaliser le programme et c'est le Grand-Duché de Luxembourg qui finance. Ça fait 20 ans que le Sénégal est un partenaire privilégié de notre coopération. C'est le 3e programme indicatif de coopération. Donc le Sénégal est pour nous un partenaire très important et un partenaire avec lequel nous voulons faire un saut qualitatif. Saint-Louis, Matam et Louga sont les régions ciblées prioritairement par le 3e programme indicatif de coopération. Elles auront droit à des infrastructures dans tous les secteurs concernés, surtout dans la formation professionnelle qui concentre à elle seule 19 milliards du budget du PIC 3. La formation professionnelle et technique va jouer un grand rôle pour faciliter l'employabilité des jeunes. On ne peut pas lutter contre le chômage, on ne peut pas se dire que nous allons trouver de l'emploi aux jeunes sans pour autant les qualifier, sans pour autant qu'ils aient une formation qualifiée et diversifiée. Le PIC 3 couvre la période 2012-2016. Les autorités ont principalement apprécié une innovation de taille, les nouvelles modalités de mise en œuvre. Vous savez, on a souvent des problèmes. Une chose est de signer des accords de coopération, autre chose est de décaisser et de permettre à cette coopération d'être bénéfique aux populations. Donc cette fois-ci, nous avons quand même essayé d'innover. C'est vraiment pas un appui budgétaire. On va ouvrir des comptes spéciaux du Trésor et les ministères affectataires des crédits vont gérer directement ces ressources. Outre les régions du Nord qui vont bénéficier de centres de santé, de lycées techniques et d'autres infrastructures, Kaolack, Diourbel, Fatick, Thiès et Kaffrine seront servis dans les secteurs de l'hydraulique et de la formation. L'objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable. Lutte contre les maladies liées aux inondations, le service national d'hygiène s'implique. Des agents sont déployés sur le terrain pour des opérations de pulvérisation et de décontamination des eaux infectées au quartier d'Arumoussam de Kermassar. Les eaux de pluie, celles des fosses septiques et le liquide des pompes Djambar sont mélangés. Un danger pour les populations qui s'en servent, un gros risque du point de vue sanitaire. Louise Bitza. Les tâches ménagères d'habitude menées dans les cuisines se font en plein air dans certains quartiers de Kermassar. Ici à Darumoussem, le décor se caractérise par un système de vases communicants entre les eaux stagnantes, les fosses septiques et les ouvrages de pompage. L'eau de pluie et l'eau de ménage aussi, les eaux septiques, n'est-ce pas, c'est tellement mélangé. Donc la situation vraiment, n'est-ce pas, est déplorable. Donc toutes les maisons, n'est-ce pas, sont remplies comme vous le voyez, comme vous l'observez, n'est-ce pas. Nous avons deux problèmes, grands problèmes. Ici, je passe dans la nuit, dans les eaux. Dingue. Ma femme est handicapée. Ma mère, elle a 88 ans. Le phénomène des inondations constitue un véritable problème de santé publique. Les eaux de la nappe phréatique sont en plusieurs endroits contaminées par celles des fosses septiques. En utilisant les pompes Djambar, de plus en plus répandues pour accéder à la natte, les populations s'exposent aux agents infectieux contenus dans cette eau qu'elles boivent.
C'est des eaux qui sont vraiment contaminées et il faut que les gens le sachent parce que même extraire de l'eau qui est là tout clair, qui n'a pas pratiquement d'impureté à l'œil nu, souvent il y a des germes que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc là, si on boit cette eau, on s'expose au risque de contracter une maladie gastro-intestinale. Il y a aussi le risque de transmission par la main. Compte tenu de la gravité du problème, le chef du service national d'hygiène a sonné l'alerte. Sur le terrain, ses agents sont sur le pied de guerre contre les maladies telles que le choléra. Nous procédons au niveau des maisons inondées habitées, la désinfection, la désactivation, la sensibilisation. En même temps, distribuer donc les kits que l'UNICEF avait à notre disposition. Ces kits sont composés de 3 morceaux de savon, 2 bouteilles d'eau de javel, une bassine et, si vous voulez en avoir, 5 tablettes de caoutchouc. Dans les maisons, des opérations de délarvation, de désinfection et de sensibilisation sont menées au grand bonheur des populations. C'est un bon geste, c'est un bon geste. Depuis qu'on a commencé, depuis 2009, je n'ai pas reçu aucun vinaigre. À part aujourd'hui. Nous sommes satisfaits du travail du service d'hygiène. Ils nous ont donné des vaccins, des seaux, des bouteilles de javel, du savon. L'objectif de cette campagne de distribution de kits d'hygiène est la prévention des maladies liées aux inondations. Il s'agit des infections microbiennes en général, du paludisme et des diarrhées. Bilza, notre reportage du jour qui s'intéresse à la rareté des légumes en période d'hivernage. Consommateurs et maraîchers estiment que cela est dû à la saison des pluies. D'autres, comme les scientifiques, évoquent d'autres raisons. Reportage Pape Djibifal. En hivernage, difficile de faire le plein de légumes. Les productions maraîchères baissent sensiblement. La rareté des produits s'explique par la période qui serait défavorable. Toutefois, la situation n'est pas désespérée car certains maraîchers disent avoir trouvé une solution. Nous préférons toujours buitaw. Pour la saison des pluies, on évite les cultures qui ne résistent pas aux eaux. Raison pour laquelle on ne s'en sort pas mal. Parce que ces cultures se développent bien avec la pluie. Moussa Dien pratique du maraîchage depuis une trentaine d'années. Pour lui, la pluie cause de nombreux désagréments. Il se voit dans l'obligation de se passer de la culture de certains légumes durant cette période. Des cultures comme la tomate et l'oignon ne résistent pas du tout à la pluie. Pour les autres, vraiment, la pluie n'est pas aussi la bienvenue. Comme la salade, par exemple. C'est pourquoi elle se raréfie sur le marché ces temps-ci. Quant aux spécialistes, les raisons sont tout autres. Le maraîchage pendant l'hivernage pose certains problèmes. Ce n'est pas lié à l'eau de pluie, mais c'est lié au climat même, c'est-à-dire à la température ambiante, à la température du sol et à un excès d'humidité. Donc c'est une combinaison d'éléments qui fait que certaines cultures maraîchères ne réussissent pas pendant l'hivernage au Sénégal. La saison pluvieuse est synonyme de raréfaction des légumes en général. C'est que les cultures maraîchères rencontrent de réelles difficultés en cette saison, pas tout à fait propices au développement des légumes. Maraîchers et consommateurs doivent s'adapter à cette réalité saisonnière. Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité, le processus de recrutement est lancé il y a 4 jours, le 7 septembre 2013, avec le dépôt des dossiers de candidature. Le directeur général de l'agence assure que tout va se dérouler dans les règles de l'art. Maître Pape Khalignan est l'invité de l'émission hebdomadaire Le Point, morceau choisi de l'entretien. Nous avons commencé les candidatures depuis cette semaine, oui, le 7. Le dépôt de dossiers se font dans les préfectures et dans les sous-préfectures pour montrer la transparence parfaite. C'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est gratuit. Les dossiers sont gratuits, donc on ne demande rien. Sauf les dossiers, on ne paye rien. Comme les dossiers, sauf les dossiers à déposer. S'il y a des critères de diplôme, par exemple, d'âge, non? Non, critères de diplôme. Si, il y a des critères. Je pense qu'il faut avoir le COP. Oui. Donc, il faut avoir 24 ans. Oui. Parce que aussi le service militaire, c'est
c'est un acte citoyen afin de permettre les gens... Une demande manuscrite, copie nationale d'identité légalisée, certificat de bonne vie et mort, casier judiciaire, certificat d'études, certificat de résidence, être âgé entre 24 et 40 ans. Mais en revanche, il y a des dossiers facultatifs, notamment le certificat de bonne conduite militaire, le permis de conduire, formation en arts martiaux, autres diplômes, expérience dans le domaine de la sécurité. Mais est-ce que dans tout ça, vous avez fait quand même place à une certaine frange particulière, notamment les handicapés? Oui, bien sûr, parce que je pense que le projet aussi est inspiré par l'égalité des chances, parce que le président y tient, d'autant plus que les handicapés auront une place compte tenu de leur handicap. On va voir à quel cadre on pourra les utiliser. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'émission à la fin de ce journal. Le Point passe en revue ce soir les contours de cette nouvelle agence. C'est avec Ousmane Ngarifay. Passation de service au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales. Madame le ministre Aram Ndoye a passé le témoin à Maître Omar Youm devant les élus locaux. Madame le ministre a salué ses collaborateurs et a suggéré à son successeur de poursuivre les actions déjà menées, à savoir l'acte 3 de la décentralisation, une vision chère au chef de l'État. Quant au ministre Omar Youm, il a pris note des enjeux et défis du secteur qui lui est confié. Selon lui, il ne ménagera aucun effort pour atteindre les objectifs du président de la République dans ce domaine. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques est allé à la rencontre de la caravane découverte Solidarité qui sillonne la Casamance. Benoît Sambou a échangé avec les jeunes qui ont été séduits par ce qu'ils ont découvert. Profitant de sa présence, le ministre a inauguré le laboratoire du centre Conseil Ado. Reportage Massayar Thiaw, Bachirba. Aux citoyens sénégalais et aux partenaires de l'espace politique l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que les prochaines échéances locales se déroulent comme indiqué par les lois et règlements en matière électorale conformément aux directives du chef de l'État. Nous vivons dans un contexte mondial et sous-régional d'une exceptionnelle complexité, car marqué par de grands bouleversements géopolitiques et géostratégiques. Cette situation appelle de notre part à plus de vigilance, à plus de mobilisation sécuritaire au nom du nécessaire maintien de la stabilité nationale de notre pays. Face à ces nombreux défis qui nous interpellent et qui sont en perpétuelle mutation, il faudra s'adapter et orienter les interventions en fonction des enjeux, des exigences de développement économique et de stabilité sociale. Au demeurant, toutes ces actions se mèneront dans un cadre harmonieux et harmonisé où sera pris à bras le corps l'amélioration